Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Thé dans l'actu. Aujourd'hui, vous pouvez voir derrière moi le phare du Petit Minou, un site emblématique de Plouzané qui fait partie des 18 sites régionaux retenus par le Loto du patrimoine pour son édition 2025. Un vrai coup de pouce pour la structure qui nécessite d'importants travaux de rénovation que nous allons découvrir tout de suite. Mais avant, place à l'actualité bretonne. Il était le rigolo du célèbre quatuor. Henri Morvan est décédé à l'âge de 93 ans ce samedi à Saint-Nicodème. Avec ses frères Yves, Yvon et François, ils ont écumé durant plus de 60 ans les scènes bretonnes, devenant ainsi des figures emblématiques du Cornadiscan. Depuis toute notre carrière, on a fait comme paysans, bien sûr, agriculteurs. Paysans de métier, ils n'ont jamais demandé à être payés pour chanter dans les fest-noz et les fêtes de village. Oui, que joli coucou, mais t'inquiète, joli coucou. Mais t'inquiète, joli coucou. Leur chanson Joli Coucou reste leur tube, comme ils le confirmaient sur le plateau de TBO en 2011, mais ils avaient aussi marqué le public breton lors des transmusicales à Rennes en 1998 ou encore lors du Festival des Vieilles Charrues en 2009. Après le décès d'Yves et François, Yvon et Henri continuaient à se produire, comme ici à la Saint-Loup de Guingamp ou encore à Paimpol en 2019 pour un concert d'adieu. En 2022, Yvon décède à son tour. Avec la disparition d'Henri, c'est une grande page de l'histoire de la culture bretonne qui se tourne. Ces obsèques auront lieu ce mercredi à Saint-Servais. Je pense que quand tu auras notre ange, on ne sera plus là pour te voir. Mais pas du tout. La gare de Rennes avec ses chevaux terrifiants, la gare de Saint-Brieuc et sa coupole, ou encore la gare de Quimper et sa passerelle dorée. Alors, quelle est la meilleure gare de Bretagne ? Pour y répondre, le Télégramme s'est intéressé aux 30 gares les plus fréquentées de la région. Et là, sans grande surprise, la gare de Rennes occupe le haut du classement. Terminée en 2019, la gare est devenue un pôle d'échange complet avec gare routière, accès cyclable, commerce et surtout des correspondances nombreuses et efficaces, ce qui lui permet d'obtenir des notes quasi parfaites sur les 5 critères retenus par la rédaction: l'accessibilité, les déplacements au sein de la gare, la fréquence et la disponibilité des trains, les correspondances et la place de la gare dans la ville. Et oui, parce qu'aujourd'hui, une gare, ce n'est plus seulement un lieu pour prendre son train. Une gare, c'est à la fois un lieu accessible, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut aller facilement vers le train ou facilement sortir du train pour se connecter à d'autres modes de déplacement. Et puis c'est un lieu de vie dans la ville. C'est la raison pour laquelle, comme ici à Quimper, on voit une passerelle qui fait le lien, un petit peu comme un fleuve, entre deux quartiers, deux espaces urbains de la ville. Et ça, c'est un espace d'aménagement urbain assez fondamental maintenant dans les gares d'aujourd'hui. Et dans le top, une autre gare se démarque, celle de Lamballe-Armor. À peine 17 000 habitants à Lamballe et pourtant la gare a vu sa fréquentation exploser de 61% en 10 ans. Bien desservie, elle bénéficie d'une localisation idéale à proximité du centre-ville et de la voie rapide et a été l'objet d'importants investissements. Plus de 50 millions dépensés par exemple pour la remise à neuf de la ligne Verdinan. Mais les gares dans lesquelles il y a eu d'importants investissements ne sont pas les seules à avoir de très bonnes notes. Dans ces modèles de gares, on trouve aussi des haltes, c'est-à-dire des stations, parfois sans bâtiment, gares, mais qui en revanche cochent toutes les cases. Donc ça veut dire que parfois 1 million, 2 millions, comme on le voit assez régulièrement maintenant en Bretagne, peuvent suffire pour aménager dans une petite gare, dans une petite halte, un espace d'échange multimodal très performant. Ici, le lit, vous tirez sur le lit, vous êtes en mode lit. Voilà. Vous avez fini de dormir, vous le reforcez. Voilà. Moi, je fais 1m90, comme j'expliquais tout à l'heure, donc j'ai besoin d'espace. Et voilà. Qui aura le meilleur van ? Pour la première fois lors du salon Van Life Expo, qui a lieu à Rennes les 12 et 13 avril, un concours est organisé afin d'élire le meilleur van aménagé par des particuliers, comme Michael et Damien, qui font partie des 5 finalistes. Ils ont aménagé leur véhicule de leurs propres mains et ils nous expliquent leur choix. C'était un utilitaire à l'origine, entièrement utilitaire, donc porte battante, porte non vitrée. J'ai déjà fait une première transformation carrosserie dessus. Transformer les portes arrière par un haillon pour avoir une douche en fait. Un réservoir de 80 litres d'eau sous le châssis. Une pompe à eau qui envoie l'eau dans un chauffe-eau de bateau.
fait, de façon à avoir un minimum de 6 litres d'eau chaude à 80 degrés. Donc on a l'équivalent de 2 douches traditionnelles, sans galérer en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a de l'eau chaude même en hiver quand il n'y a pas de soleil. Ça c'est intéressant. Et après, c'est vrai qu'on a été assez consommateurs de fourneaux, on en a eu plusieurs, mais à chaque fois, ce n'était pas nous qui avions fait l'aménagement. Et de fil en aiguille, on savait réellement ce qu'on voulait, mais on ne le trouvait pas sur le marché. Et de ce fait, on s'est dit, on va le créer nous-mêmes. Et on a commencé à mettre un aménagement classique, et puis de fil en aiguille, on a amélioré. On a vraiment pris du plaisir à l'équiper, chauffage, eau chaude, la douche, l'isolation, Armaflex, partout, les meubles en okoumé, bambou, frigo, évidemment, enfin voilà, pour avoir tout le confort, pour pouvoir vraiment faire un tour d'Europe si on a envie de le faire en toute autonomie. Allez, on est de retour à Plouzané, au phare du Petit Minou. Il fait partie des 18 sites sélectionnés par le Loto du patrimoine pour son édition 2025 et je suis avec Yves Dubuis, le maire de Plouzané. Bonjour. Bonjour Yves, comment vous avez réagi quand vous avez appris que le phare était sélectionné par la Fondation du patrimoine? Ça a été évidemment un grand bonheur, un grand honneur aussi, et puis je crois la reconnaissance à la fois du caractère très emblématique de ce phare, qui est évidemment un atout pour notre territoire communal, mais bien au-delà, c'est une image du pays de Brest tout entier. Et puis, c'est la reconnaissance aussi de son caractère dégradé. Alors on le voit là en ce moment, sa lanterne est encapuchonnée parce que la tempête Ciarán a fait voler en éclats un certain nombre des vitres de la lanterne, mais dès avant, il y avait des entrées d'eau dans le phare. Il y a de l'humidité, le phare a besoin de travaux de rénovation et je crois que ce que consacre le Loto du patrimoine, c'est aussi ce besoin impérieux de travaux. Et si justement on allait à l'intérieur du phare pour jeter un petit coup d'œil à l'état de la structure? Eh bien écoutez, allons-y, ce sera plus parlant. Voilà, on va rentrer dans cette salle du rez-de-chaussée qui est parmi les plus dégradées. Et on voit bien, vous voyez, un peu partout à quel point les murs sont pleins d'humidité et à quel point les infiltrations font des dégâts. Le phare date du milieu des années 1800. Donc il a été construit à peu près dans la même logique que la construction du phare de Sainte-Anne-du-Porzic, pour jalonner l'entrée dans le goulet. Pendant 3 ans, on a pu proposer des visites du phare tous les étés, donc en 2021, 22, 23. Et ici, c'était vraiment la salle du début de la visite, avec la billetterie et puis les premières explications avant de monter dans les étages du phare. Quels seraient les travaux à réaliser là pour le réhabiliter? Alors, on a un programme de travaux qui tient en plusieurs tranches. La première, c'est vraiment les travaux sur la lanterne elle-même, donc qui va partir en atelier aux phares et balises. Et en amont de tout ça, il faut, pour permettre ces interventions, qu'on ait fait des travaux de désamiantage et déplombage dans les différents étages du phare. Donc ça va être la première étape des travaux qui vont débuter à l'automne. Le budget qui sera à la charge de la commune pour ces travaux tourne autour du 1 million d'euros. La participation au titre du Loto du patrimoine, on en aura le montant au moment des journées du patrimoine, donc en septembre prochain, mais on sait que ça devrait se situer entre 3 et 500 000 euros. On parle beaucoup du phare, mais c'est tout le site que vous souhaitez rénover aussi. En effet, le Minou, ça ne se résume pas à un phare. Il y a le fort, il y a les batteries, diverses et variées, il y a la plage, il y a un certain nombre d'équipements nécessaires pour mettre en valeur ce site, à commencer par de l'accessibilité, du stationnement, des cheminements doux, de l'explication, de l'interprétation du site. Et tout ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on arrive à travailler avec les différents partenaires impliqués sur le site. On le rappelle, donc les tickets pour le Loto du patrimoine seront disponibles à partir de septembre. On pourra en acheter et une partie sera reversée donc pour la rénovation du phare. Merci à vous Yves Dubuis pour toutes ces explications. Merci beaucoup à vous.
On suivra de très près les travaux sur TBO et nous on retrouve Pierre Lelamer, chef de la division des phares et balises de Bretagne Ouest, tout de suite. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous travaillez chez Phares et Balises de Bretagne Ouest au sein de la DIRM et c'est vous qui êtes en charge de la lanterne du phare. On voit qu'elle est encapuchonnée. Alors elle est encapuchonnée parce qu'elle n'est plus fonctionnelle, elle a pris un coup de vent, ce sont des structures anciennes qui se dégradent avec le temps, des structures métalliques donc qui vieillissent difficilement on va dire au fil du temps, elles se corrodent en fait tout simplement avec l'air marin. Donc elle n'est plus on va dire suffisamment stable, elle a été encapuchonnée pour la préserver en l'attente de réfection. Alors, le travail, c'est de reconstituer une lanterne identique en la déposant. Donc, les travaux principaux, c'est du déplombage. Les peintures sont plombées. C'est un polluant. Hein. C'est du désamiantage. Les joints sont souvent amiantés. On imagine mal, effectivement, un phare de cette ampleur sans la lanterne. C'est important pour le site, pour le maintien de compétences, pour le maintien de savoir-faire et puis au final pour rétablir le signal lumineux tel qu'il était à l'origine. Merci Pierre pour toutes ces explications. Donc on suivra les travaux de la lanterne et du phare de très près sur TBO. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. Kenavo.